Donc, moi, c'est Frida Mayega, je suis responsable juridique du département TIC Santé à l'Agence du numérique en santé. Et moi, c'est Alexia Carrère, juriste en TIC Santé à l'ANS également, dans le service juridique droit de la santé. Bonjour, moi c'est Sarah Nassing, je suis stagiaire en TIC Santé au sein de l'agence. Et moi je suis Agnès Jumelé, je suis également juriste TIC Santé à l'ANS. On vous propose de démarrer cette session, cet atelier RGPD qui s'inscrit dans la continuité des ateliers précédents qu'on a pu réaliser l'année dernière, où l'idée c'était vraiment de vous présenter les principes généraux relatifs à la protection des données. Et là, on va rentrer dans une thématique pratico-pratique, comment documenter sa mise en conformité RGPD. Donc, je passe la parole à Agnès pour rappeler les missions de l'agence. Ah oui, on ne voit pas les slides. On ne voit pas les slides. Ouais, on ne les voit plus. Alors, quelques instants, on réaffiche les slides du coup. Les slides qu'on vous partagera ensuite à l'issue de la réunion. Tout à fait, ça arrive. C'est bon. Alors rapidement, je vais vous présenter ce qu'est l'ANS. Vous connaissez peut-être déjà, mais l'ANS, c'est l'Agence du numérique en santé, anciennement appelée ASIP jusqu'en 2019. On est un GIP, donc un groupement d'intérêt public dans le secteur du numérique en santé. Pour résumer un peu nos trois grandes missions, trois grands rôles, l'ANS, c'est à la fois un rôle de régulateur, puisqu'on participe à la définition de règles communes en matière de e-santé. On est notamment chargé de la rédaction de certains référentiels de sécurité et d'interopérabilité. Peut-être que vous avez entendu parler, par exemple, du référentiel DMN, dispositif médico-numérique, ou encore téléconsultation. Ce sont des exemples, mais il y en a un certain nombre. Et puis, on est aussi en lien avec le ministère chargé de la Santé, chargé de définir le cadre juridique de la santé. On donne notre avis sur certains textes, certains encadrements du secteur qui nous intéresse. On est aussi opérateur, puisqu'on participe à la conception et la mise en œuvre de programmes nationaux de e-santé. Ça va être le cas du SISAMU ou du SICAP pour les centres antipoison, par exemple. Et puis enfin, on a un rôle de promoteur, de valorisateur, puisqu'on participe au déploiement et on accompagne les acteurs de l'écosystème de la e-santé au sens large. Et je vais commencer du coup la présentation sur la documentation en vous présentant le registre des activités de traitement. Le RGPD prévoit que le responsable de traitement et le sous-traitant ont tous les deux l'obligation de tenir un registre des activités de traitement. Je vais l'appeler le registre ou fiche RGPD plus tard pour rendre ça un peu plus simple à dire. Le registre, c'est un document qui va vous permettre en fait d'identifier et de recenser les différents traitements que vous réalisez soit en tant que responsable de traitement, soit en tant que sous-traitant. Donc, c'est une obligation juridique de mise en conformité de documentation interne, mais ça va vous être utile aussi dans le cadre de votre gestion de projet pour vraiment bien identifier quels sont les traitements que vous réalisez. Et dans le cadre de mise à jour, par exemple, vous réinterrogez sur la nécessité de garder tel ou tel traitement lié à telle ou telle fonctionnalité. Sur la forme, le registre, ce que prévoit le RGPD, c'est qu'il doit être tenu sous forme écrite. Après, en ce qui concerne le format, c'est vraiment au libre choix du responsable de traitement et du sous-traitant. Ça va dépendre de votre organisation en interne. Ça peut être une fiche Excel, comme ce qui est proposé par la CNIL, qui propose un modèle de fiche registre. Ça peut être également un tableau en format Word ou ce qu'on a aussi à l'agence, c'est un outil spécifique de gestion des fiches. Nous, on utilise un peu cet outil avec un tableau Word qui permet en fait de recueillir les premières informations pour pouvoir compléter ensuite la fiche sur l'outil. Sur le caractère public de la fiche registre. En principe, il n'est pas nécessaire qu'elle soit disponible publiquement sur les sites. En revanche, la CNIL, elle peut vous demander, dans le cadre d'un contrôle, par exemple, de fournir cette fiche parce que c'est vraiment ce qui va lui permettre d'avoir un tableau, en fait, sur les traitements que vous réalisez et qui va lui servir un peu de base pour ce contrôle et voir un peu comment est-ce que vous encadrez un traitement.
Pour les structures publiques et certaines structures privées qui exercent une mission d'intérêt public, c'est un peu particulier parce que la fiche registre, ça peut être considéré comme un document administratif au sens du Code des relations entre le public et l'administration. Ça veut dire que, comme tout autre document administratif, le registre est soumis à cette réglementation. Donc, quand un usager d'un service public fait la demande d'avoir accès à ce document, vous êtes en principe obligé de le communiquer dans le délai prévu dans le CRPA. Ce qui est possible quand même dans la communication, c'est si vous avez des données qui sont soumises au secret ou alors des données personnelles dans cette fiche, ce qui n'est normalement pas le cas, mais bon, ça va dépendre quand même de l'organisation, c'est possible de fournir une fiche un peu adaptée aux documents transmis en enlevant ces données confidentielles. Et enfin, pour les structures privées qui n'exercent pas de mission d'intérêt public, vous n'avez pas d'obligation de le rendre public, mais c'est fait par certaines structures, justement pour plus de transparence envers vos utilisateurs. En ce qui concerne plus la composition de la fiche registre, c'est également prévu dans le RGPD. On a vraiment deux types de fiches. Il y a la fiche registre pour le responsable de traitement et la fiche registre pour le sous-traitant. On va retrouver grosso modo les mêmes informations, une mention à indiquer à l'intérieur, mais en tant que structure, vous avez en principe deux types de fiches, une pour votre rôle de responsable de traitement et une pour votre rôle de sous-traitant si vous avez ces deux rôles-là, en fonction des traitements qui sont réalisés. Donc, pour le responsable de traitement, on retrouve l'identification du responsable de traitement et de ses représentants légaux. Et on a aussi l'identification du DPO. On a l'identification des finalités du traitement. Pourquoi est-ce que vous réalisez ce traitement? L'identification des catégories des personnes concernées. Par exemple, si votre service s'adresse à des professionnels de santé, ça sera les professionnels de santé, parfois également en interne les administrateurs de la solution. On a aussi les catégories de données, ça peut être du coup tout ce qui est données d'identification, les traces, les données plus sensibles comme par exemple les données de santé. Les catégories de destinataires, où là on va retrouver vos sous-traitants et ainsi que les structures vers lesquelles vous pouvez transférer des données qui agissent pas, enfin pour lesquelles vous n'êtes pas responsable de traitement, mais dans lesquels il y a un transfert de données. Il y a aussi l'obligation de préciser s'il y a un transfert de données en dehors de l'Union européenne ou pas. Préciser également les durées de conservation et ajouter une description générale des mesures de sécurité qui sont mises en place pour justement sécuriser le traitement. Pour le sous-traitant, en fait, on va retrouver approximativement les mêmes informations, mais plutôt côté sous-traitant. Donc, ça va être identifier qui est le responsable de traitement, vos sous-traitants ultérieurs, sous-traitants ultérieurs pour le responsable de traitement et le DPO, les représentants de ces différents organismes. Pareil, les catégories, l'existence d'un transfert de données et une description générale des mesures de sécurité qui sont mises en place dans la position où c'est pour les traitements que vous réalisez pour le compte du responsable de traitement. Ça, c'est une liste un peu d'informations minimales à mettre dans votre fiche. En fonction aussi de votre organisation, vous pouvez ajouter certaines catégories. Nous, par exemple, on indique dans notre fiche registre si une AIPD a été réalisée ou pas et l'argumentaire qui justifie pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin d'une AIPD ou pourquoi est-ce qu'une AIPD n'a pas été réalisée. Donc, ça va un peu dépendre de ce que vous souhaitez ajouter dans votre fiche. Et voilà, je passe la parole sur les mentions d'information. Oui, alors, lorsque vous réfléchissez à documenter votre conformité RGPD, dans le cadre de votre service, vous faites un traitement de données à caractère personnel, il faut vraiment penser information à information. C'est très important d'informer sur ce traitement, d'informer les personnes concernées par ce traitement. Pour ça, sur le fond, pour commencer, vous avez des articles du RGPD qui sont très clairs avec une liste d'informations que vous devez de communiquer aux personnes concernées par le traitement que vous réalisez. Et cette liste, ça va changer un tout petit peu selon que vous réalisez une collecte directe ou une collecte indirecte. Une collecte directe, ça signifie que le responsable de traitement
comme son nom l'indique, va directement aller récupérer les données auprès des personnes concernées. Ça peut être le cas, par exemple, si vous mettez en place un formulaire de contact ou vous faites des créations de comptes clients. Donc là, c'est directement la personne qui va créer son compte et qui va vous donner ces informations. Là, on est en cas de collecte directe, et donc c'est l'article 13 du RGPD qui va vous lister les informations indispensables que vous devez de délivrer aux personnes concernées. Vous prendrez le temps ensuite de lire tranquillement la liste, mais par exemple, votre identité en tant que responsable de traitement, vos coordonnées, la finalité du traitement, les durées de conservation des données, combien de temps vous allez conserver les données et pourquoi, la finalité, les droits des personnes sur leurs données, donc ils ont des droits d'accès, de rectification, etc. C'est assez classique. Et puis en cas de collecte indirecte, donc là, ce n'est pas vous directement responsable de traitement qui allez récupérer les données auprès des personnes concernées, il y a un intermédiaire. Alors ça peut être des données que vous récupérez auprès d'un partenaire commercial ou d'une source publique en open data, par exemple. Là, ce serait de l'indirect. Vous devez donner les mêmes informations qu'en cas de collecte directe, mais on ajoute en plus de ça les catégories de données recueillies et surtout la source des données. C'est assez logique. Ce n'est pas vous qui les avez récupérées directement, donc il faut vous informer les personnes, vous leur expliquer d'où viennent les données. Ça, c'était pour le fond, sur l'information et données. Sur la forme maintenant, concrètement, vous avez un outil, un service, il faut que cette information elle soit délivrée aux personnes concernées. Ça prend plusieurs formes, plusieurs documents. Vous avez la politique de confidentialité, c'est des titres assez classiques. Quand vous vous promenez sur n'importe quel site, normalement en règle, vous trouvez ça en bas de page. Vous avez la politique de confidentialité qui, là, a vraiment pour objectif d'informer les personnes sur les données à caractère personnel qui sont traitées dans le cadre du service. Donc, c'est ce que je viens de dire, les modalités de mise en œuvre du traitement, les droits sur les données très importants. Et puis, on y reviendra plus tard. Si vous avez des cookies, c'est à cet endroit-là qu'il faut informer les personnes aussi sur le dépôt de ces cookies-là. Ensuite, vous avez les CGU, les conditions générales d'utilisation. Ce document, il va avoir comme fonction donc, de décrire les conditions d'utilisation du service et puis il définit les obligations à la fois de l'éditeur, donc vous, mais aussi des utilisateurs. C'est des obligations réciproques pour pouvoir garantir la bonne utilisation, le bon fonctionnement du service, la préservation du SI. Et enfin, vous avez les mentions légales. Là, on sort un tout petit peu du RGPD, mais c'est quand même intéressant d'en parler ici parce que c'est cadré par la loi LCEN, confiance dans le numérique, quelque chose comme ça. Et alors là, c'est très, très carré. Vous avez aussi l'obligation sur votre site de faire figurer des mentions légales. Alors, ce sont des informations qui vont concerner l'entreprise, le nom de l'entreprise, le numéro de SIRET, etc. Et puis aussi l'hébergeur du site. Donc, il faut que nous, en tant qu'utilisateurs d'un site Internet, en cliquant sur mention légale, on sache directement à qui on a affaire, où est hébergé le site et quelle est l'entreprise qui porte ce service. Donc, les cookies. Je fais un petit focus sur les cookies parce que c'est un sujet important. Vous avez tous déjà vu en tant qu'utilisateur de site Internet ces fameux bandeaux cookies qui s'affichent quand vous allez pour la première fois sur un site. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Et surtout, j'attire votre attention sur ce sujet-là parce que c'est un point sur lequel la CNIL, ces dernières années, depuis 2020, a sanctionné sévèrement des géants du style Google, Amazon, etc. Donc, c'est vraiment un point d'attention pour la CNIL. Donc, il faut vraiment y penser. Alors, le cookie, c'est quoi? Très rapidement, c'est un petit fichier informatique, un traceur, qui est déposé sur le poste du visiteur du site. Et donc, on a des règles très strictes en cas de dépôt de cookies. Ce qu'il faut absolument avoir en tête, c'est que lorsque vous utilisez des cookies, en tant que responsable de traitement, il vous faut à la fois, toujours pareil, l'information, absolument informer l'utilisateur. Il faut l'informer sur tous les types de cookies que vous déposez. Une information claire, complète, etc. C'est le fameux bandeau que vous voyez. La deuxième chose, il faut absolument recueillir le consentement de l'utilisateur du site avant de lui déposer le cookie. Donc, c'est pas il arrive, tous les cookies sont déposés, puis ensuite on lui demande s'il était d'accord. C'est vraiment le cookie préalable au dépôt le consentement préalable au dépôt des cookies. Ensuite, pour corser un peu tout ça, vous avez deux types de cookies.
Vous avez des cookies qui nécessitent le recueil du consentement du visiteur du site, et puis vous avez ceux qui sont exemptés du recueil du consentement. Encore une fois, qu'ils soient exemptés du consentement ou pas, de toute façon, vous devez informer. Vous devez informer l'utilisateur de ces cookies. Mais certains cookies sont strictement nécessaires au fonctionnement du site, c'est-à-dire que sans le dépôt de cookies, votre site il peut pas fonctionner correctement. Dans ce cas-là, on considère qu'on peut le déposer sans demander le consentement du visiteur du site. À l'inverse, vous avez des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires, des cookies relatifs à la publicité, aux réseaux sociaux, etc. Ceux-là, on ne peut pas les déposer sans consentement. Pour résumer un peu tout ça, je vais aller un peu vite, vous n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet, mais voilà les recommandations de la CNIL en matière de cookies. Première chose, le simple fait de naviguer sur un site ne vaut pas consentement du dépôt des cookies par le visiteur du site. Il faut une expression valide, donc c'est vraiment je clique sur accepter tous les cookies. Là, j'ai fait une action concrète pour donner mon consentement. Les utilisateurs, ils doivent pouvoir retirer leur consentement facilement à tout moment. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peut-être remarqué quand vous visitez un site internet, vous êtes censé avoir accès à une icône cliquable sur toutes les pages concernant les cookies. Donc, vous avez très bien pu accepter le dépôt des cookies les 5 premières minutes et puis vous changez de page et vous dites finalement, je veux retirer mon consentement. Ça, il peut absolument laisser la possibilité aux utilisateurs de le faire. Le refus des cookies doit être aussi aisé que l'acceptation, et ça, dans des sanctions CNIL, on l'a vu, hein, le refus des cookies qui est tout petit et puis le accepter qui est énorme avec des couleurs, ça ne passe pas. Et puis, ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il faut absolument que l'information sur les cookies qui vont être déposés soit claire et préalable au consentement de l'utilisateur. Je suis allée un peu vite. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. N'hésitez pas à les poser dans le chat aussi, et puis on pourra y répondre à la fin. Alors, c'est à moi. Donc, on passe à l'analyse d'impact relative à la protection des données. Donc, il faut savoir que l'analyse d'impact, au début, avec l'entrée en vigueur du RGPD, était appelée EIVP, puis ensuite AIPD. Il faut toujours s'interroger lorsque vous réalisez un traitement, si vous êtes dans l'obligation ou non de réaliser cette analyse d'impact. Alors, quand est-ce que concrètement on doit réaliser une analyse d'impact sur la protection des données? C'est lorsque le traitement qu'un responsable de traitement va mettre en œuvre est susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes concernées. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, une AIPD doit être réalisée dans les cas suivants. On identifie 2 types de cas. Donc, le premier cas, c'est soit le traitement envisagé, il figure dans la liste des opérations dont la CNIL estime qu'il est obligatoire de réaliser une AIPD, ou alors, soit on ne rentre pas dans cette catégorie-là, mais ça va être un faisceau d'indices. Il faut que le traitement il remplisse au moins 2 des 9 critères que je vais vous lister ci-après. Donc, dans les 9 critères, si votre traitement répond au moins à 2 de ces critères, on a l'évaluation, le scoring, tout ce qui va être décision automatique avec l'effet légal ou similaire, tout ce qui va être surveillance systématique, collecte de données sensibles ou données à caractère hautement personnel, tout ce qui va être traitement de données à large échelle, croisement de données, personnes vulnérables, usage innovant et exclusion du bénéfice d'un droit au contrat. Pour vous donner un exemple concret, nous, dans le cadre de nos missions côté ANS que Agnès a rappelé tout à l'heure, dans les projets qu'on va mettre en œuvre, il va y avoir des traitements de données sensibles, type données de santé. Donc, nous, en général, dans le cadre de nos projets, on va être amené à réaliser des analyses d'impact, puisque la mise en œuvre des projets qu'on va réaliser implique le traitement de données de santé à caractère personnel, et souvent, c'est un traitement également à large échelle. Ça peut-être à la main. Une fois qu'on s'est dit ça, donc une fois qu'on a bien cadré, si on est tenu ou pas de réaliser une analyse d'impact, il faut s'interroger sur comment je réalise mon analyse d'impact. Donc, la CNIL, elle a mis en place un outil que vous pouvez compléter directement sur son site pour réaliser votre analyse d'impact, ou alors vous pouvez avoir un template. Nous, à l'ANS, on a un template qu'on a adapté
au secteur de la santé, mais qui répond bien évidemment aux exigences minimales qui doivent figurer dans l'analyse d'impact. Donc, Alexis a présenté tout à l'heure et Agnès, elles ont parlé de la fiche registre et des mentions d'information. Alors, pourquoi il est essentiel de bien documenter ces différents documents? C'est parce que ça va vous permettre de capitaliser ensuite, de compléter votre AIPD. Je m'explique. La première partie de l'analyse d'impact, ça va être la reprise de votre fiche registre, en fait, où vous allez devoir présenter le traitement que vous avez réalisé. Concrètement, comment vous présentez le traitement? Vous allez préciser la liste des catégories de données que vous allez collecter, qui vont être les destinataires des données, autrement dit, à qui les données vont être concernées, reprendre des informations vraiment renseignées dans la fiche registre. Ensuite, vous allez indiquer quel est le cadre juridique applicable. Lorsque vous allez réaliser un traitement de données de santé à caractère personnel, on va prendre l'exemple de l'ANS, nous, on va devoir respecter des référentiels de type HDS. Par exemple, quand on traite des données de santé à caractère personnel, si les données sont collectées à des fins de diagnostic, suivi social, médico-social, il va falloir que ces données-là soient sur un environnement HDS. Donc, dans les mesures de sécurité qu'on va indiquer, on va indiquer qu'on respecte le référentiel HDS. On a également parlé de tout ce qui était référentiel lié à la PGSSIS, politique générale des systèmes d'information de santé. Ça peut également être le respect de dispositions législatives et réglementaires qui soient applicables. Tout à l'heure, Agnès, en introduction, elle donnait l'exemple d'un des programmes nationaux qu'on met en œuvre, le programme SISAMU. Lorsqu'on va mettre en œuvre ce programme SISAMU, ça doit se faire dans le respect des règles du Code de la santé publique, puisque derrière, c'est l'activité médicale urgente qui est réalisée. Et donc, dans les données traitées, il faut qu'on respecte vraiment ce cadre juridique lié à l'activité médicale urgente. Une fois qu'on a présenté le traitement et qu'on a identifié le cadre juridique qui était applicable, on va identifier les risques qui sont liés à la mise en œuvre du traitement. Et c'est là où vraiment ça diffère de la fiche registre, puisque la fiche registre, comme l'expliquait Alexia, on vient vraiment décrire le traitement. Là, on va beaucoup plus loin. Le RGPD est venu responsabiliser davantage les responsables de traitement, puisque on doit s'interroger sur les risques que pourrait représenter notre traitement avant même de le mettre en œuvre, en fait. Pour vous donner un exemple concret, et là, j'insiste, on parle bien de risques pour la vie privée des personnes. Pour donner un exemple concret, quel pourrait être un risque pour la vie privée des personnes? Ça pourrait être s'il y a une faille de sécurité dans le système d'information, il y a des données de santé qui sont divulguées et des personnes qui ne sont pas censées avoir ces informations-là sur vos données de santé en ont connaissance. Donc là, quand vous identifiez ce risque, en amont de la mise en œuvre, ensuite, il va falloir vous interroger sur les mesures que vous allez mettre en place pour pallier à ces différents risques. Donc, parmi les mesures, on va avoir des mesures qui permettent de garantir la proportionnalité et la nécessité du traitement. Donc, ça, c'est tout ce qui est principe de minimisation des données. Vous devez toujours, en tant que responsable de traitement, justifier à quelle fin vous collectez le traitement. Ensuite, vous allez devoir évaluer les mesures que vous avez mis en œuvre pour protéger le droit des personnes concernées. Dans le droit des personnes concernées, ça va être tout ce qui va être droit à l'information, consentement, suppression des données, et ensuite, l'évaluation des mesures qui contribuent à la sécurité des données. Donc, dans les mesures qui contribuent à la sécurité des données, vous pouvez également vous appuyer sur l'analyse de risque que vous avez faite, l'analyse de risque qui porte sur les systèmes d'information, puisque vous allez retrouver des mesures qui vont permettre également de protéger les données. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de l'hébergement des données de santé. On va également avoir dans les mesures de sécurité tout ce qui est lié au chiffrement, pseudonymisation des données, etc. Une fois que vous avez identifié les risques, puis les mesures que vous avez mises en place, vous devez vous demander, une fois que j'ai mis ces mesures en place, est-ce qu'il y a des risques résiduels ou pas? Donc, s'il n'y a pas de risque résiduel une fois que vous avez mis en place ces mesures, c'est très bien. Si vous avez des risques résiduels, vous allez devoir définir un plan d'action pour pallier à ce risque résiduel. Et donc, vous verrez sur le site de l'ACNIL, lorsque vous complétez votre AIPD, vous allez avoir des champs qui vont vous permettre d'établir vraiment votre cartographie des risques. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de faire valider votre analyse d'impact par le délégué à la protection des données. Il ne faut vraiment pas hésiter, et Alexia le rappelait tout à l'heure, quand on vous demande dans la fiche registre de mentionner votre référent RGPD, votre DPO, il va aussi vous aider dans le cadre de la réalisation de votre analyse d'impact. Donc, si possible, ne pas hésiter en pratique, quand vous avez des questions, à le solliciter
dès que vous commencez à élaborer votre AIPD. Dans tous les cas, il va falloir qu'il la valide. Donc, on passe ensuite à la violation des données à caractère personnel. Du coup, je vais aborder ce sujet. Donc, la violation des données à caractère personnel est définie à l'article 4.2 du RGPD. Qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit d'une faille de sécurité qui est accidentelle ou illicite, qui entraîne l'accès non autorisé, la destruction, la perte, l'altération ou la divulgation non autorisée de données à caractère personnel. Donc, la CNIL a donné des exemples pour mieux comprendre cette définition. Des exemples pratiques. Par exemple, vous êtes en établissement de santé et vous supprimez accidentellement tous les données médicales qui sont conservées. Ou alors un autre exemple qui peut arriver à tout le monde au quotidien, vous avez une clé USB avec la copie de la base de données de votre société et vous perdez cette clé USB, je ne sais pas, dans le métro, vous la faites voler, vous perdez plein de choses. Donc ça, c'est pour les exemples de failles de sécurité qui sont accidentelles. Ensuite, on a les failles illicites. Donc, autre exemple, par exemple, vous êtes un étudiant et vous avez une mauvaise note, donc vous décidez de modifier votre note dans la base de données scolaire. Du coup, c'est un accident, mais c'est surtout illicite et malveillant. Merci. Du coup, concernant les étapes à entreprendre si vous êtes face à cette situation de violation de données à caractère personnel, donc il y a 3 obligations principales qui sont définies par les articles 33 et 34 du RGPD. Donc tout d'abord, vous devez notifier la CNIL dans un délai maximal de 72 heures. Mais il n'y a pas d'inquiétude, le délai commence à courir à compter de la première personne qui a eu connaissance de l'accident dans l'entreprise. Donc si on reprend notre exemple, si vous avez perdu votre clé USB avec le fichier client le lundi, mais que vous vous en rendez compte le mercredi, le délai commence à courir à compter du mercredi. Ensuite, si ce délai est dépassé, vous avez la possibilité d'expliquer la situation à la CNIL. Et si vous n'avez pas toutes les informations, parce que la notification à la CNIL se fait via un téléservice qui est sécurisé, qui est dédié, qui a été mis en place par la CNIL, et vous êtes guidé dans ce processus. Mais si vous n'avez pas toutes les informations, vous avez la possibilité de faire une demande initiale, puis une demande complémentaire, donc venir compléter les informations manquantes. Ensuite, seconde obligation, vous devez réaliser un registre des violations. Donc, ce document, pareil, vous êtes guidé encore une fois et la CNIL vous recommande de vous baser sur le téléservice qui vous a permis de notifier la violation à la CNIL. Donc, du coup, qu'est-ce que le registre des violations? Il s'agit d'une documentation interne qui peut être contrôlée par la CNIL pour vérifier que vous avez bien répondu à toutes vos obligations. Et donc, ce document doit contenir un nombre d'informations sur la violation. Donc, je vous ai mis une liste qui n'est pas exhaustive. Dans ce document, on comprendra la nature de la violation des données, le nombre de personnes qui sont concernées par la violation, les conséquences possibles et les mesures que vous avez prises pour remédier à cette violation et pour limiter les conséquences négatives. Donc voilà, encore une fois, ce registre, et vous êtes guidé par la CNIL pour pouvoir l'établir. Et n'hésitez pas à vous baser du coup sur la notification pour pouvoir préparer ce document correctement. Et enfin, dernière obligation, donc, dans le cas d'un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, vous devez informer ces personnes de la violation des données. Donc, qu'est-ce qu'un risque élevé? Donc, du coup, c'est une notion qui est un petit peu complexe. Il vous convient d'apprécier le risque en vous basant du coup sur la nature, la sensibilité et le volume des données à caractère personnel. Ça peut sembler un petit peu flou, donc n'hésitez pas à contacter la CNIL. En général, quand vous faites votre notification à la CNIL, elle vous répondra et vous indiquera s'il est nécessaire d'informer les personnes concernées ou non. Juste pour vous prendre un exemple d'un risque élevé, ça peut être par exemple la fuite d'informations suite à un formulaire en ligne. Par exemple, les formulaires pour un jeu concours, pour gagner un voyage ou autre, les personnes remplissent plusieurs informations, donc nom, prénom, adresse, etc. Et ces données pourraient être utilisées de diverses manières, donc par exemple pour le ciblage, pour un marketing non sollicité ou encore pour l'usurpation d'identité. Donc voilà, cette dernière obligation n'est à réaliser que si le risque est élevé, vous devez le déterminer ou vous référer du coup aux informations fournies par la CNIL.
Un autre exemple qui est marquant, c'est aussi, vous avez peut-être reçu un message par rapport à ça, l'attaque qui a été subie pour le tir payant, où moi j'ai reçu un message justement de ma mutuelle avec vraiment une information pour le coup des personnes concernées sur est-ce qu'on est concerné ou pas par cette violation. Voilà, je pense que pas mal de personnes sont concernées, donc si jamais c'est un bon exemple de cas de violation de données et d'information des personnes. Avant de passer à la partie contractualisation, c'est vrai qu'on vous a communiqué pas mal d'informations, fiches registres, notifications de violation, mentions, analyse d'impact. Est-ce que vous avez des questions? Ou alors vous souhaitez peut-être poser vos questions à la fin. Donc là, on passe à la dernière partie, n'hésitez pas. Je vais prendre quelques questions avant de passer à la dernière partie. Pas de questions pour l'instant. Bon, on va passer à la partie contractualisation. Et si jamais, en cours de route, vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Alors là, on va passer à une étape, enfin la dernière partie, qui est tout aussi importante que les parties précédentes qui ont été présentées. Donc, c'est la contractualisation. Donc, je m'explique. On va commencer par la responsabilité conjointe de traitement. C'est-à-dire que la notion de responsabilité conjointe de traitement, elle a été introduite par l'entrée en vigueur du RGPD, puisque avant, on avait ou la responsabilité de traitement ou la sous-traitance. Alors, quand on parle de responsabilité conjointe de traitement, qu'est-ce que cette notion recouvre? Donc, faut savoir déjà qu'elle est prévue à l'article 26 du RGPD. Et donc, la responsabilité conjointe, c'est lorsque deux responsables de traitement ou plus vont venir déterminer conjointement les finalités et les moyens du traitement. Donc, les finalités, à quelle fin, pourquoi je m'en œuvre mon traitement, et les moyens, quels sont les moyens techniques, juridiques et organisationnels que je vais mettre en œuvre pour garantir la protection du traitement. Ces responsables conjoints de traitement, ils vont définir de manière transparente leurs obligations respectives, parce que c'est pas parce qu'on est responsable conjoint de traitement qu'on a que toutes les obligations qu'on va avoir sont identiques. Donc, il est important de bien définir les obligations respectives de chacune des parties afin de respecter le RGPD, et notamment en ce qui concerne l'exercice du droit des personnes. Donc, l'accord de responsabilité conjointe de traitement, il reflète dûment les rôles respectifs de chaque responsable et également leur relation vis-à-vis des personnes concernées. Alors, une fois qu'on a dit ça, il est important de s'interroger sur les clauses qui doivent figurer dans l'accord de responsabilité conjointe de traitement. Donc, dans un premier temps, il convient de rappeler, comme dans tout contrat, quel est l'objet de l'accord de responsabilité conjointe de traitement. Donc là, on vous a mis un exemple. On peut par exemple préciser que l'accord a pour objet de préciser les engagements respectifs des co-responsables de traitement au regard de la protection des données à caractère personnel. Une fois qu'on a précisé l'objet, il convient de rappeler la description du traitement. Vous voyez que vraiment toute la documentation RGPD se recoupe, puisqu'en fait, ce sont des éléments que vous avez déjà décrits dans votre fiche registre, dans votre analyse d'impact, si vous devez en réaliser une, voire même si votre traitement il est encadré par un texte, un décret ou un arrêté. Tout ce qui est lié à la finalité du traitement, ce sont des éléments qui vont figurer dans les textes réglementaires. Ensuite, il convient de définir le partage des activités entre les responsables conjoints de traitement. Donc ça, c'est un exercice qui n'est pas simple, mais qui est très important, notamment en cas de contrôle de la CNIL. Si vous êtes responsable conjoint de traitement, c'est sur cette base-là que vous allez vous fonder pour démontrer que vous avez bien respecté les exigences qui vous incombaient. Alors, pour vous donner des exemples dans le partage des activités, il va falloir déterminer qui va être l'interlocuteur auprès des personnes concernées. En général, si vous avez par exemple 2 co-responsables de traitement, c'est l'un des 2 qui va le faire. Nous, par exemple, à l'ANS, on est sous tutelle du ministère de la Santé et dans le cadre de certains projets, c'est le ministère qui nous mandate pour la mise en œuvre de certains projets. Et lorsque le ministère nous mandate pour la mise en œuvre de certains projets, elle nous délègue justement la gestion du droit des personnes concernées. Si on a un accord de responsabilité conjointe de traitement avec le ministère, il va falloir préciser que c'est l'ANS qui va être en charge de traiter la gestion des droits des personnes concernées. Ensuite, qui s'assure du respect de la conformité à la loi informatique et liberté. Donc ça, en principe, ce sont tous les co-responsables de traitement qui prend en charge les formalités auprès de la CNIL.
Ça, c'est important. Tout à l'heure, Sarina parlait de notification de violation de données à caractère personnel. Lorsque, par exemple, vous allez devoir notifier une violation de données à caractère personnel, dans le cadre de votre accord de responsabilité conjointe de traitement, vous pouvez déterminer déjà qui va être en charge de cette notification de données. Ça vous permettra de gagner du temps. Ensuite, qui va rédiger l'analyse d'impact sur la protection des données? Et sur ce point-là, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas parce qu'un responsable conjoint de traitement réalise l'analyse d'impact que les autres ne font rien. En général, les autres vont contribuer également à alimenter cette AIPD. Et ensuite, qui définit les orientations stratégiques du projet? Ça, souvent, c'est quand vous êtes dans le cadre de la mise en œuvre de projets dans le secteur public. Donc ensuite, point très important, il va falloir encadrer les modalités d'intervention des sous-traitants. Donc, en général, enfin souvent, très souvent, dans le cadre des projets, les responsables de traitement vont recourir à des sous-traitants. Donc, ils vont déléguer tout ou partie de certaines activités. Donc, il faudra s'assurer en tant que co-responsable de traitement que les sous-traitants ils présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques, juridiques et opérationnelles permettant de garantir la protection des données. Parce qu'il faut bien avoir en tête que vous êtes co-responsable de traitement et donc les sous-traitants auxquels vous recourez, vous êtes tenu de vous assurer que ces sous-traitants-là présentent bien les garanties nécessaires. Ensuite, il va falloir décrire les mesures qui permettent de garantir la sécurité des données. Là, pareil, encore une fois, vous pouvez capitaliser sur la documentation que vous avez déjà rédigée. En principe, si vous avez réalisé une analyse d'impact, les mesures de sécurité, elles sont déjà listées dans votre AIPD. Pareil, parfois, dans le cadre de la fiche registre, il y a tout un volet où on liste les mesures de sécurité. Donc, il ne faut pas hésiter à reprendre ce qui est déjà précisé dans les documents que vous avez déjà rédigés. Et ensuite, il faut prévoir une clause relative aux personnes concernées. Très important, rappeler qui sont les personnes concernées et les droits dont elles disposent à l'égard de leurs données. Et enfin, un exercice qui n'est pas toujours simple, nous on le voit en pratique, il convient de préciser les durées de conservation des données pour chaque catégorie de données. Et la durée de conservation, vous allez la définir en fonction de la finalité du traitement. Alors, point méthodo que nous on met en œuvre dans le cadre de nos projets, pour déterminer la responsabilité conjointe de traitement, ce qui fonctionne bien, c'est la mise en œuvre d'une matrice RACI où vous allez vraiment définir pour chaque action qui est responsable de quoi. Voilà. Donc, ça permet ensuite de traduire, littéralement, de pouvoir rédiger plus facilement votre contrat. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est annexer cette matrice RACI à votre accord de responsabilité conjointe de traitement. C'est à vous de voir l'exercice avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Mais en cas de contrôle, cette matrice-là pourrait aussi aider pour démontrer à la CNIL que vous avez bien respecté, vous avez bien mis en œuvre les mesures permettant de garantir la protection des données. Et je vais continuer justement dans le cadre de la contractualisation. Frida l'a évoqué pour les conventions de co-responsable de traitement. Et lorsque vous faites appel à un sous-traitant ou que vous êtes sous-traitant d'un traitement, cette relation entre l'ERT et l'EST doit être encadrée contractuellement. L'article 28 du RGPD donne une liste des obligations du sous-traitant qui doivent être prévues dans ce contrat de sous-traitance. Pour ce qui est du contrat, dans les articles phares, on va retrouver en fait ce qu'a dit Frida pas mal parce que il y a une partie RGPD, mais il y a une partie aussi contractuelle un peu basique au final. Hein. Donc, on va retrouver l'objet et la durée de la prestation. Donc, pareil, hein, encadrer la relation et la manière dont les différents acteurs interviennent sur le traitement. Préciser la nature et la finalité du traitement pour bien comprendre pourquoi est-ce que ce traitement est réalisé et comment est-ce que le traitant va intervenir dans ce traitement. Préciser encore le type de données à caractère personnel qui vont être traitées par le sous-traitant. Parfois, ce n'est pas toutes les données, hein, il n'y a qu'une partie des données qui peuvent être traitées par le sous-traitant en fonction de son périmètre d'activité. Par exemple, s'il intervient pour juste les traces, pour bien tracer les activités qui sont réalisées sur le service, ce sera ce périmètre-là et pas celui de l'ensemble du projet.
Préciser également les personnes qui vont être concernées par ce traitement. Toujours pareil, nous, c'est souvent des professionnels de santé ou alors des usagers du service public. On retrouve aussi les obligations et les droits du responsable de traitement et les obligations du coup du sous-traitant. Et sur ça, je vais détailler un peu plus après, justement parce qu'il y a cette liste à l'article 28 du RGPD. Et la CNIL, alors je ne sais plus exactement dans quel guide c'est, je pense qu'on pourra vous le transmettre éventuellement, a donné un peu des exemples de comment rédiger cette clause et elle se base beaucoup sur les clauses contractuelles type. Clauses contractuelles type qui sont vraiment spécifiques en principe pour l'encadrement de transfert de données hors UE, mais en fait, on va retrouver un peu le même type de clause, à part l'aspect transfert de données un peu spécifique. On a vraiment tout cet encadrement, préciser quelles sont les catégories de données, etc. Donc, il y a des exemples de formulation de clauses. Sur les obligations du sous-traitant qui sont prévues par l'article 28, le sous-traitant doit s'engager à ne traiter les données à caractère personnel que sur instruction documentée du responsable de traitement. Parce que c'est vrai que je ne suis pas revenue sur la définition du sous-traitant, mais le sous-traitant, lui, justement, il n'intervient pas dans la prise de décision sur le traitement. C'est lui, il va être plutôt exécutant, même si en pratique, il y a des cas où c'est plutôt le sous-traitant qui a la connaissance, mais le responsable de traitement va vraiment avoir ce rôle de prise de décision sur la détermination des finalités et des moyens, et le sous-traitant va être là pour les exécuter au nom et pour le compte de ce responsable de traitement. Donc, le sous-traitant doit également veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données soient soumises à une obligation de confidentialité. Il doit aussi mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des données, niveau de sécurité qui doit être adapté à la sensibilité des données qui sont traitées. Très intéressant dans le cas d'un sous-traitant, c'est lorsqu'un sous-traitant fait appel à un autre sous-traitant, un sous-traitant ultérieur, il doit avoir l'accord du responsable de traitement. Cette autorisation, elle peut être spécifique, c'est-à-dire à chaque sous-traitant ultérieur, il doit y avoir un accord du responsable de traitement, ou alors, ce qui est possible de prévoir, c'est une autorisation générale à condition, une autorisation générale de la part du responsable de traitement à ce qui est des sous-traitants ultérieurs, à condition que le responsable de traitement soit informé sur ce nouveau sous-traitant ultérieur et qu'il bénéficie d'un délai pour pouvoir s'opposer ou en tout cas émettre son avis sur ce nouveau sous-traitant. Ça peut être prévu dans le contrat. Quand tu parles de délai, par contre, excuse-moi, ouais. Y a un délai imposé ou est-ce que le délai est de mémoire, dans le RGPD, il n'y a pas de délai précisé, mais c'est une bonne question. Il faudrait vérifier. Mais ce délai, il peut être de l'ordre de une semaine, 2 semaines, ou alors aussi de plusieurs mois, enfin 1 mois, etc. Ça va dépendre aussi de l'organisation en fait du sous-traitant et de est-ce que ça va créer un risque au final qu'il n'y ait pas de sous-traitant ultérieur. Ensuite, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice de droit des personnes concernées. En fait, en pratique, souvent lorsqu'un utilisateur va exercer son droit d'accès, le droit d'accéder aux données qu'il concerne, souvent, ça va être concrètement, ça va être le sous-traitant qui va avoir le tableau avec ces données-là. Donc, le sous-traitant a l'obligation d'aider le responsable de traitement à répondre à cette demande, à fournir un tableau lisible des données ou alors, en pratique, à vraiment supprimer les données lorsque la personne a exercé son droit de suppression. Ensuite, le sous-traitant doit s'engager à respecter les modalités relatives au sort des données. C'est tout ce qui concerne la réversibilité à la fin du contrat. Est-ce que les données sont supprimées? Est-ce que les données sont renvoyées au responsable de traitement? Il y a aussi les modalités financières qui vont avec, qui peuvent être prévues dans ce contrat-là. Et de manière générale, le sous-traitant doit s'engager à aider le responsable de traitement à respecter ses obligations. Sur la sécurité des données, on en a parlé plusieurs fois.
ses obligations aussi dans la gestion des violations de données à caractère personnel. Donc c'est pareil, en pratique, c'est le sous-traitant aussi qui va, dans certains cas, avoir la main sur comment est-ce qu'on va gérer la violation. Il doit s'engager à informer aussi le responsable de traitement dès qu'il a cette information, dès qu'il a connaissance d'un incident. Et le sous-traitant doit également assister le responsable de traitement pour la réalisation de l'analyse d'impact et pour l'identification du risque élevé et la procédure qui doit être mise en place auprès de la CNIL, parce que souvent, c'est le sous-traitant qui a vraiment cette connaissance opérationnelle en fait, de ces sujets-là. Et enfin, un autre sujet qui est très important, c'est que le sous-traitant doit s'engager à procéder à un transfert de données personnelles en dehors de l'Union européenne que sur instruction du responsable de traitement. Ça, c'est le principe. Je ne vais pas revenir sur toutes les exceptions qui sont prévues par les articles, mais au final, si vous êtes obligé pour X ou Y raison de transférer des données en dehors de l'UE parce qu'il y a une réglementation qui s'applique à votre traitement ou s'il y a une obligation de garder ça secret, dans ce cas, il y a des exceptions possibles qui sont quand même très encadrées. Et dans tous les cas, il y a une information en fait du sous-traitant vers le responsable de traitement qui doit être faite s'il y a des traitements de données en dehors de l'UE parce que c'est vraiment encore plus dans notre secteur un sujet qui est particulièrement d'actualité. Et je vais finir sur un petit point forme et formalisme de ce contrat de sous-traitance. En fait, le contrat de sous-traitance, ça peut être un contrat en lui-même avec les clauses qu'on a précisées ici. Il peut aussi être annexé, par exemple, à un contrat cadre plus large. Ça peut être une annexe ou alors intégré directement dans les articles de ce contrat. Par exemple, dans les marchés publics, c'est possible qu'il y ait des clauses de sous-traitance dans le marché avec des annexes qui précisent peut-être un petit peu plus les catégories de données, etc. Et il y a des clauses aussi de sous-traitance en fonction de comment votre service s'organise qui peuvent être prévues dans des CGU. Mais les CGU, c'est toujours un peu plus complexe parce qu'elles sont assez unilatérales. Il n'y a pas vraiment de négociation avec les personnes de l'autre côté. Donc, ça va vraiment dépendre de votre organisation là-dessus. Donc, si vous avez des questions, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, mais n'hésitez pas. Questions ou réactions, hein, n'hésitez pas. Alors, attendez, je reprends la liste des participants. Ouais, je comprends qu'il y a des éditeurs, notamment. Enfin, vous pouvez aussi nous faire part d'un retour d'expérience si vous posez des questions lorsque vous devez documenter, encadrer le traitement RGPD. Enfin, n'hésitez pas à réagir. Ça peut aussi être des réactions, des difficultés que vous rencontrez dans le cadre de la mise en œuvre de votre conformité RGPD. Pour lancer un petit peu les questions, je posais une question tout à l'heure sur ce que tu as dit, Agnès, juste si je reviens dessus. Tu as mentionné 3 documents, donc la politique de confidentialité, le CGU et les mentions légales. Tu as précisé que la mention légale, elle devait bien apparaître sur le site. Est-ce que c'est vrai également pour les 2 autres documents? Oui. En fait, pour la forme, l'organisation du document, on n'est pas aussi carré que sur les mentions légales. On a vraiment, dans le texte de loi, les mentions exactes qu'il faut faire apparaître. Pour la politique de confidentialité, par exemple, ce que le RGPD prévoit, c'est d'informer, absolument. Après, qu'on appelle politique de confidentialité, politique de traitement des données à caractère personnel, il faut en tout cas que l'utilisateur, quand il arrive sur le site, s'il veut des informations sur ces données et la collecte de ces données par ce service, ce soit simple, il a un lien cliquable et il sait où trouver l'info. Après, vous l'appelez un peu comme vous voulez, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit clair. Et c'est vrai que nous, en général, pas toujours, mais en général, on fait 2 documents distincts. Comme ça, on a vraiment... ça met en avant l'information RGPD, en fait. Et puis, de l'autre côté, les CGU, c'est plutôt l'utilisation, les fonctionnalités du site, ce que j'ai le droit de faire, ce que je n'ai pas le droit de faire. C'est un peu moins RGPD, disons. Mais vraiment, la politique de confidentialité, c'est ce qui doit être très simple à trouver et c'est vraiment important pour respecter vos obligations dans le cadre de la RGPD.
Moi, s'il n'y a pas d'autres questions. Bah, après, je comprends, c'était très clair. Moi, c'est bon, je suis prête à ouvrir mon application au niveau RGPD. Je suis carré. S'il n'y a pas de questions, ce que je vous propose peut-être, c'est que je vous partage dans le chat le petit questionnaire de satisfaction qui va vous permettre de dire ce que vous avez pensé de cette session. En fait, elle vous permettra également de recevoir le support de la session, puisque vous allez nous préciser votre adresse mail pour ceux qui veulent le support. Il y a une question qui est dédiée. On vous enverra donc le support à cette adresse-là. Donc, on vous laisse répondre au questionnaire. Veillez à bien sélectionner que vous avez assisté donc, à une session collective aujourd'hui sur la thématique du RGPD. Si vous avez des questions, donc bien sûr, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Si vous en avez ultérieurement, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous par mail. L'adresse mail, donc, c'est innovation@ixint.bourg.fr. On va faire le relais au besoin. Je mets également l'adresse mail dans le chat. N'hésitez pas à revenir vers nous par mail et également, n'hésitez pas à nous faire part d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder, notamment sur les sujets juridiques. Vous avez déjà fait d'autres sessions l'année dernière, comme on en parlait. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit on vous redirigera vers le contenu existant, puis sinon, on en fera le besoin. Merci. Merci à tous. Merci Au beaucoup revoir. à tous, en tout cas, pour cette session. Merci. Merci beaucoup.